T'as vu, l'horlogerie est revenue en 2021 comme en 2019. Ah ouais, genre comme s'il y avait eu ni crise sanitaire, ni Covid. Ouais, bon, comme d'habitude, c'est le haut de gamme qui a tiré le tout en haut. Tout ce qui est en dessous de 3000 balles. Donc on a produit moins, mais plus cher. Du coup on se fait plus de thunes. Ouais, c'est ça. Oh, puis je te laisse imaginer le quartz qui s'est... Attends, là du coup, les smartwatches qui viennent en force? Ah, à peu près 40% en plus. Pas mal, ok, mais ça me donne une bonne idée pour aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel horlogisme. Aujourd'hui, je suis sûr que vous vous attendez tous à ce qu'on parle des smartwatches. Mais plutôt que d'attaquer directement les toutes dernières technologies, et bon, vous commencez à être habitués sur cette chaîne, on va plutôt commencer par les toutes premières montres à piles bien avant ce qu'on a maintenant et qui ont provoqué une des plus grandes crises horlogères du XXe siècle. Ah, carrément. Tu vas direct avec la grosse info putaclic. Bah ouais, à un moment donné, faut quand même que les gens restent sur cette vidéo, non? Non, c'est pas faux. Et pour le coup, ce sujet va être traité en deux vidéos distinctes. Dans cette première, on va d'abord aborder l'aspect historique par rapport à cette période, et dans la suivante, on vous expliquera l'aspect plus technique des montres à quartz. Bon, on commence par quoi? Un rapide coup d'œil dans le temps avant d'attaquer plus concrètement l'histoire? Ça me semble pas mal. Ok, donc niveau historique, on est quoi? Vers 1980 pour le début du quartz? Ouh non, rien à voir là. La première montre à quartz date de 1966, mais c'est pas la première montre électrique ou la première montre électronique. D'ailleurs, cette première montre à quartz s'appelle la Beta 1. Sérieusement? Bah ouais. Fallait clairement l'inventer celle-là. Du coup, comme je disais, la toute première montre à quartz porte le nom technique de Beta 1, mais ça fait déjà un moment qu'on utilise l'électricité pour animer des pendules, surtout depuis l'invention de la pile en 1800 par Alessandro Volta. Oui, c'est de lui que vient l'unité de mesure de la tension électrique, le volt. Faudra cependant attendre les travaux du français André-Marie Ampère sur les électroaimants pour que cette énergie devienne intéressante dans l'horlogerie. Et oui, pour ceux qui suivent, c'est de lui que vient l'unité de mesure de l'intensité électrique, l'ampère. Par contre, la première horloge électrique fonctionnant avec une pile, on la doit à l'horloger écossais Alexander Bain. A noter qu'en plus d'avoir créé cette horloge, il a également déposé un brevet qui anticipe beaucoup d'utilisations possibles de l'électricité dans l'horlogerie. Comme l'utilisation des électroaimants pour stocker de l'énergie, ou piloter une deuxième horloge, voire encore l'utilisation d'une horloge mère pour synchroniser d'autres horloges placées ailleurs. Et ouais, il était bien visionnaire le monsieur, mais il a failli se faire piquer l'idée par Sir Charles Wheatstone, qui attendait de présenter son travail à la Royal Society de Londres, en affirmant que c'était tout simplement ses recherches. Carrément, ça rigolait pas à cette époque. Mais du coup, vu qu'il avait déposé une demande de brevet avant, c'est ça qui l'a sauvé. C'est exactement ça, et bon, on va pas se le cacher, faudra attendre les débuts des années 1900 pour que les horloges électriques prennent plus d'ampleur, car avant, bah, il n'y avait pas vraiment de réseau électrique digne de ce nom, ça restait surtout dans les laboratoires. Ok, mais aujourd'hui on a décidé de se concentrer sur les montres bracelet. Donc la première montre bracelet à quartz, c'était la Beta 1. Mais tu l'as dit, il y a eu d'autres montres électriques avant, c'est ça? Je vois qu'il y en a un ouin qui suit. Mais du coup, elle utilisait quoi comme technologie? Car si je me trompe pas, on ne parle plus que du quartz maintenant. Oui, pour le coup, le quartz a réellement été une révolution dans l'horlogerie, mais il y a bien eu des montres électriques avant. Et vu qu'on est toujours dans le point historique, on va parler dates et événements avant de creuser un peu plus le sujet. Donc comme je disais, 1800, invention de la pile. 1840, on voit apparaître les premiers modèles de pendules électriques. Ensuite, faudra attendre vers 1945-1949 pour voir apparaître les premières piles suffisamment petites et puissantes qui pourront être utilisées dans les montres. Puis après, ça s'enchaîne assez vite. 1948, invention du transistor. 1952, premier prototype de montre bracelet électrique. 1953, dépose d'un brevet pour une montre bracelet à diapason. 1954, premier prototype d'une montre bracelet à diapason. 1959, invention du circuit intégré. 1960, lancement du calibre Accutron de Bulova basé sur le brevet de 1953.
1966, lancement de la montre-bracelet électronique à balancier spiral appelée Dynotron par Ebo Chessa. Et en parallèle, le premier prototype de la Beta 1 par le CEH. Et pour finir, en 1969, lancement de la première montre bracelet à quartz avec un affichage à diode électroluminescente appelé Pulsar par Hamilton. On est d'accord que les diodes électroluminescentes, là, c'est ce qu'on appelle communément les LED. Ouais, c'est exactement ça, mais bon, de temps en temps, on peut utiliser les vrais termes techniques, non? Bon, là, on a fait un sacré condensé, mais on vous a pas tout dit, donc autant creuser un peu plus dans l'histoire de cette courte période qui a changé beaucoup de choses dans l'histoire de l'horlogerie. Ah, pour ça, il nous faut un point historique. T'as encore fait une nouvelle transition? Bah ouais. On n'avait pas encore abordé la question de l'histoire, donc j'en ai profité. Je sais pas ce que je vais faire de toi. Bon, c'est maintenant que la plupart des grands noms de l'horlogerie vont commencer à se mélanger et à se tirer dans les pattes. C'est à peu près ça, hein. Surtout qu'on va le voir, ça s'est passé en quelques années. Mais pour commencer, il faut aussi un peu replacer les événements au niveau géopolitique. À cette époque, donc entre le début des années 60 et la moitié des années 70, l'horlogerie est largement dominée par les marques suisses, notamment grâce aux innovations des grandes marques telles que Rolex, Omega ou encore Ebo Chessa depuis les années 20. Ebo Chessa qui deviendra ETA. Mais la concurrence est féroce de la part des États-Unis et du Japon qui désirent ainsi posséder une bonne part du marché. Voilà. Autant les Japonais en entendent encore parler, autant les Américains, j'ai l'impression que ça c'est plus trop. Et pourtant, les Américains ont été très agressifs en mettant en place des systèmes de production de montres en masse, surtout dans le bas de gamme, et cela dès les années 50, basés sur le Fordisme. Par exemple, la marque Timex produisait 1 million de montres en 1949 et a augmenté ses capacités jusqu'à produire 22 millions de pièces en 1969. Ouais, ça fait une sacrée quantité de montres produites. Et là, on parle que d'une marque. Mais du coup, les Japonais aussi ont commencé de se lancer dans la production de masse. Bah, pour les Japonais et typiquement Seiko, il faudra attendre 1971 avant qu'ils décident d'ouvrir une usine de montres bas de gamme qui produit en masse pour contrer les Américains. Mais du coup, tu disais que c'était les Suisses qui dominaient. Là, j'ai quand même l'impression que nos amis outre-Atlantique étaient sacrément bien avancés sur les marchés, non ? C'est ça. Et du coup, ils vont pas se gêner pour inonder le marché avec comme fer de lance la marque Seiko. D'ailleurs, leur progression est assez fulgurante, vu qu'ils passent de 3,7 millions de pièces produites en 1960 à 14 millions en 1970. Alors oui, bien entendu, les usines suisses ont augmenté leur quantité de production dans ces années-là, mais pas du tout de la même manière. Seiko a choisi de rationaliser sa production, de limiter la quantité de modèles, mais de faire en sorte qu'ils puissent tous être produits en masse. Typiquement, entre 1945 et 1967, Seiko sortira que 123 modèles différents, tandis qu'en Suisse, chez Omega, qui sont les concurrents directs, on va créer plusieurs centaines de modèles. Ah ouais, pas du tout la même approche. Mais du coup, c'est les Japonais qui vont pousser la production sur chaîne de travail. Yep, dès 1958, on introduit l'assemblage complet sur chaîne. Un sacré manteau. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette immense crise dite du quartz dans les années 80 ? J'y viens. Dans la deuxième partie du XXe siècle, le plus gros marché, c'est les États-Unis. Il correspond à 35,5% des ventes de montres suisses dans les années 50, et dans les années 60, la Suisse a une sacrée position de monopole, puisqu'elle représente 92,2% des montres vendues aux États-Unis. Ok, mais comme on l'a vu, on n'est pas encore du tout sur la montre à quartz. Là, on parle surtout des montres mécaniques, non ? Ouais, mais je vais y venir. Deux marques japonaises, Seiko et Citizen, préparent le terrain et décident de se lancer plus concrètement sur le marché américain dans la deuxième moitié des années 60. Mais c'est surtout entre 1970 et 1975 que le Japon commence à gagner des parts de marché, puisqu'il multiplie par 10 les importations japonaises et représente 17,6% du marché en 1975. Et oui, comme tu le disais, on n'est toujours pas sur du quartz, mais bel et bien sur une stratégie en termes de qualité-prix, un marketing ultra bien planifié et un taux de change favorable permettant d'écouler des millions de montres mécaniques. Et dans le même temps, on constate une sacrée chute des ventes suisses, passant de 83,1% de part de marché en 1970 à 58,8% en 1975. Ouais, mais on parle toujours pas du quartz là. Pourquoi on appelle ça la crise du quartz ? Eh ben, tout simplement parce qu'en plus de tout ce que je viens d'annoncer, il y a le quartz qui vient là au milieu foutre le bordel. C'est-à-dire ?
À la base, la plupart des recherches sur les montres électroniques et à quartz étaient surtout dans le but d'améliorer la précision des montres. Mais le coût de production de ces pièces était encore très élevé. C'est d'ailleurs une marque américaine qui a lancé l'offensive de la première montre électronique avec Bulova et son accutron. Mais chose cocasse de l'histoire, c'est un ingénieur suisse qui est à l'origine de cette invention. De quoi? Dis comment? Bon, faut aussi dire que la marque Bulova a un centre de production établi à Bienne depuis 1912, en Suisse. Mais pour notre histoire, on va les garder comme les Américains, ce sera plus simple. En 1950, il recrute un ingénieur bâlois du nom de Max Hetzel et lui confie la direction du projet Accutron, qui d'ailleurs est la contraction de Accuracy Through Electronic, ou en français, précision grâce à l'électronique. Ok, donc c'est ce Max Hetzel qui a l'idée de placer un diapason et un transistor dans une montre pour la rendre ultra précise. Exactement. Et dans la foulée, Bulova dépose un brevet en 1953, développe le premier prototype fonctionnel en 1954, et en 1959, après 7 autres prototypes, la marque met en vente le calibre 214. Le mouvement est présenté officiellement le 10 octobre 1960. Et là où la marque a frappé un grand coup, c'est qu'elle arrive à rentrer dans les projets spatiaux de la NASA. Mais attends, c'est pas la Speedmaster de chez Omega qui est allée sur la Lune? Si, bien sûr. Mais là où Bulova va réussir à tirer son épingle du jeu, c'est qu'ils seront l'horloge du tableau de bord des fusées pendant 46 missions, dont le programme Apollo. Et ils vont encore plus loin, puisqu'avec leur précision, ils deviennent en 1962 la première montre certifiée pour le personnel des chemins de fer américains, et pas que, puisque 75 autres compagnies de train dans le monde vont également l'adopter. Ouais, ça fait pas mal d'effets prestigieux et surtout une sacrée belle pub. Ça va pas dû plaire à la concurrence, surtout entre la Suisse et le Japon. Alors ça, du coup, la Suisse ne s'est clairement pas lancée dans le quartz car c'était moins cher, mais surtout car c'était le nouvel enjeu technologique dans l'histoire de l'horlogerie et que ça allait clairement révolutionner la précision des futures montres. Du coup, la Suisse, elle a réagi comment à tout ça? Bah, pour la Suisse, la majorité des grandes marques se sont réunies et ont décidé de fonder le Centre électronique horloger, CEH, à Neuchâtel. C'est la fédération horlogère qui pousse tout ce beau monde et 21 grandes marques qui cofinancent le projet. Pour les citer, on trouve Omega, Rolex, Bulova, IVC, Longines, Patek Philippe, Enicar, Rado, Fabre-Lebas, Zodiac, Eberhard, Ebel, Juvenia, Doxa, Sima, Lecoutre et compagnie, Elgin, Movado, Zenith, Credos et bien sûr, Ebrochessa. Ah quand même, ça fait du gratin horloger, mais du coup le but du CEH c'est de faire des recherches dans l'électronique horlogère. Et du coup c'est pas un peu chelou que Bulova finance le truc tout en sortant sa propre montre? Oui, alors ça c'est une bonne question, j'ai pas trouvé de réponse. Toujours est-il que le CEH est fondé officiellement le 20 janvier 1962 avec comme pour mission développer une montre bracelet ayant au moins un avantage sur les montres existantes. Ouais, c'est bien, c'est pas du tout vague comme projet, pas du tout. Ouais, surtout que, vu la concurrence de l'époque, l'équipe décide de travailler dans le plus grand des secrets, histoire de pas donner d'avantage à une entreprise en particulier. Et du coup ils vont bosser combien de temps avant de sortir quelque chose? Ah ben là, c'est en 1967 que les principaux actionnaires vont convoquer les chercheurs pour leur demander où c'en était, car jusque-là, il n'y avait aucun résultat probant. Surtout que les gars bossaient sur un projet visant à améliorer l'accutron, le projet Alpha. Mais en parallèle, ils avaient lancé les recherches sur le quartz avec le projet Beta. Ok, je comprends mieux d'où vient le nom. Il aurait fallu toute une vidéo. Et comme quoi, ça sert de rester longtemps. La chance qu'a le CEH, c'est que parmi leurs ingénieurs se trouve Kurt Hubner, qui a bossé aux États-Unis avec William Shockley, qui n'est autre que l'inventeur du transistor. Ah quand même, une sacrée tête dans l'équipe là. Je te le fais pas dire, mais bon, l'équipe a pas mal de problèmes sur ce projet. Il faut surmonter 3 choses, la miniaturisation de l'électronique, l'alimentation électrique via les batteries, et la précision, parce que c'est là-dessus qu'ils vont être attendus, et vu qu'elles doivent être meilleures que des montres mécaniques. Ça a clairement pas dû être le plus simple, mais du coup ils ont présenté les premiers prototypes quand? Alors c'est en août 1967 que sont présentées la Beta 1 et la Beta 2. A noter que la Beta 2 avait une batterie permettant à la montre de fonctionner 1 an. 3 mois plus tard, le CEH présentera 10 modèles de Beta 2 au concours chronométrique à l'Observatoire de Neuchâtel. Il est japonais dans tout ça? Eh bien, pas loin du tout, car à ce même concours, les Beta 2 vont rafler les 10 premières places. Mais Seiko auront les 10 suivantes. Mais là où Seiko va réussir son coup, c'est qu'ils vont être les plus rapides pour commercialiser leur mouvement, l'Astron 35 SQ, qui sortira pour Noël 1969. Et il faudra attendre 1 an avant que les Suisses sortent leur montre à quartz basée sur la Beta 21, une évolution de la Beta 2 avec moins de composants.
Ok, donc si je résume, les Américains ont lancé l'offensive avec les montres électroniques, puis les Suisses et les Japonais ont réagi chacun de leur côté pour se retrouver en 1967 dans le même concours avec des performances proches. Sauf que les Japonais, qui avaient mis en place des chaînes pour produire en masse des montres, ont devancé les Suisses et ont sorti les toutes premières montres à quartz en 1969, c'est ça? C'est exactement ça. Et on voit que oui, le quartz n'a pas aidé dans la crise des années 80, mais on voit aussi surtout que les entreprises suisses ont été frileuses et n'ont pas su saisir le tournant de l'industrie 2.0 avec une production rationalisée sur des lignes d'assemblage. À noter aussi que le mouvement Beta 21 était certes précis, mais il était instable, peu résistant et surtout consommait énormément d'énergie, tandis qu'en face, les mouvements Seiko étaient beaucoup plus efficaces. Mais du coup, pour accentuer le tout, on se rend compte que les montres à quartz sont faciles à produire et pas chères dans la même période, ce qui accentue encore cette crise, on est d'accord. Et oui, entre les Japonais qui ont su saisir le marché au bon moment et les Américains qui ont également suivi, la Suisse, en ayant fait preuve de réserve, se voit confrontée à une guerre des prix à laquelle elle n'est pas du tout prête. Il faut noter que dans les années 70, les emplois dans l'horlogerie en Suisse vont être divisés par 3, passant de 90 000 à 30 000, et les marques vont être divisées par 2, passant de 1618 maisons établies à 860 en 1980. Ouais, et après, c'est une autre histoire avec l'avènement de la Swatch, du Swatch Group et de Nicolas G. Hayek. Ouais, mais je crois que pour cette vidéo, elle est déjà bien assez longue comme ça, hein. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà pas mal d'informations. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous aimez et voulez qu'on continue ce genre de vidéos, partagez-les, lâchez-nous un pouce bleu, c'est très bon pour notre référencement. Et si vous voulez avoir des informations en avance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, on essaie d'être assez régulièrement actifs dessus. En attendant, pour ceux qui veulent creuser un peu plus ce sujet, on vous met toutes les sources en description. Du coup, on vous souhaite tout de bon, et à la prochaine. J'ai pareil. Quand on a trop chaud. On a changé de tasse. Ah bah. Non. Les prototypes de la Beta 1 par le CEHEM. CHE. CEH. CEH. Même combat. CS. CS. SME. Mettons en 1959. La Beta 1 par le CEM. CEH. CEH. Tu le disais, on n'est pas encore du tout sur le quartz et j'ai complètement perdu parce que ça va beaucoup plus vite. Toujours. Tout simplement, en plus de tout ce que je viens de dire, eh ben le quartz est venu foutu... Si en plus je bégaye, ça va pas le faire. Hein. Si, bien sûr, mais là où Bulova et Acutron se font chier sur la gueule. C'était pour ça. Ouais, et après c'est une autre histoire de l'événement de la SWAT. Il manque des mots.